l'avantage de l'indépendant, on fait un peu ce qu'on veut quand on veut, ça paraît un slogan, oui, mais avec beaucoup de réserve, dans le sens que on n'a que deux bras, on n'a que 8 heures dans une journée, 10 ou 12 heures. Alors les gens qui disent moi je travaille 12 heures tous les jours, je les invite à le faire pendant 6 mois et puis on en rediscute dans 6 mois. Bonjour et bienvenue sur le Mouton à 5 pattes, le podcast qui vous présente le recrutement sous forme de rencontres, d'histoires insolites et d'interventions d'experts. Le Mouton à 5 pattes, animé par moi-même, Stéphanie Renier, cofondatrice de Gentis Recrutement, s'adresse aux recruteurs, aux candidats à la recherche d'un emploi, ainsi qu'à toutes les personnes évoluant dans le monde des ressources humaines, ou encore aux managers qui rencontrent des difficultés à trouver leur mouton à 5 pattes. Bonjour et bienvenue dans le Mouton à 5 pattes. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très particulier, la reconversion professionnelle. Et pour cela, j'ai invité Quentin Hellebaut ici. Quentin, bonjour. Bonjour Steph. Alors, avant de discuter de ton grand saut réalisé maintenant il y a quelques années, je voudrais d'abord que tu nous résumes en quelques mots, tout d'abord, qui tu es et un petit peu ton parcours. Ok, je m'appelle Quentin Hellebaut, j'ai 39 ans, j'ai un parcours plutôt commercial depuis 2005, j'ai bossé chez Xerox, chez Econocom, et puis après Econocom j'ai lancé ma propre boîte de leasing informatique. Ok, alors juste avant de continuer là, t'as fait quoi comme études ? J'ai fait marketing à l'EFEC. Ok, donc bachelor en marketing, Ouais. Tu sors de là et tu commences direct Direct chez Xerox, chez Xerox. suite à mon stage. Donc, Ok, comme commercial. oui. Ok, super. Et donc là j'étais parti au Grand-Duché, et puis 4 ans là-bas, je suis revenu à Bruxelles. Et donc Econocom, la boîte de leasing que j'ai lancée, que j'ai revendue il y a 3 ans, par saturation un peu du côté business et de devoir lancer seul une boîte, mais dans un milieu assez hostile et hyper concurrentiel. C'était une chouette expérience qui m'a éclaté le plus, c'est de lancer la boîte par rapport au métier que je connaissais déjà de par Econocom. Et puis là, grand saut, d'abord un passage en tant que consultant, et puis une rencontre avec 2 photographes qui m'ont dit « mais tes photos elles sont dingues, lance-toi ». Et j'étais absolument pas sûr de moi, n'ayant jamais fait d'études là-dedans. C'est une passion que j'ai depuis mes 10 ans, où j'ai un boîtier en main et puis je joue. Et de plus en plus, ça saoule beaucoup mes potes en vacances, mais après ils sont toujours contents d'avoir des chouettes photos. C'est un classique. Je peux imaginer, moi aussi, ça me plairait bien. Voilà. Et puis de là, ça a commencé en fait par hasard sur les fruits d'une rencontre. Et puis j'ai commencé à pousser là-dedans. Puis la vidéo est apparue et donc me voilà aujourd'hui où je vis de ma passion. Et donc ce qui n'est pas simple tous les jours parce qu'il a fallu quand même recréer une boîte comme j'avais fait précédemment. Mais par contre, je m'amuse tous les jours. Les sujets sont différents tous les jours et les clients aussi. Donc c'est vraiment... je m'éclate. Génial. Alors, on va d'abord revenir un petit peu en arrière. Donc, avant de vraiment vivre de ta passion, tu as d'abord créé une première boîte. Oui. Donc, dans un secteur totalement différent. Oui. Donc, j'ai envie de te dire, déjà, la première étape, c'est quel a été le processus de réflexion pour passer du statut employé au statut d'indépendant, d'avoir ta propre entreprise, quoi. Alors, réflexion, je suis pas le mec... Est-ce qu'il y a eu une réflexion ? Je suis plutôt un mec impulsif à la base. La réflexion a été... J'étais rassuré parce que je connaissais le secteur. Je connaissais les chiffres que je faisais tourner dans le secteur. Ce dont j'étais conscient, mais que j'ai pas mesuré au début, qui n'était pas forcément le plus facile, c'est qu'au début, j'avais une enseigne qui clignotait au-dessus de ma tête. Donc j'avais Xerox, par exemple, dans un temps passé, puis j'ai eu Econocom, qui sont des noms reconnus sur le marché en Europe, et plus que reconnus. Un des derniers chanceux à avoir eu la formation Xerox de vente, donc c'est quand même aussi très utile. Et puis quand on se lance à son compte, en fait, il y a plus cette enseigne lumineuse qui clignote au-dessus de la tête, et donc ça, c'est quand même une solide étape, je veux dire, à tenir compte dans le lancement. Je me suis Tu dit, parles de la je suis marque capable. que tu représentais, c'est ça ? Exactement. D'un coup, tu n'as plus de marque, Ouais. Tu te représentes toi-même, quoi. C'est ça, la marque est devenue moi, en fait. Et donc ma chance, c'est que j'ai créé un réseau pendant toutes ces années chez Xerox et Econocom, qui fait que j'ai réadressé mon réseau, mais par principe, j'aime pas aller rechercher mes vieux clients. Je trouve ça un peu dommage et bof par rapport à ce que j'ai fait, je veux dire, dans le passé pour mes anciens employeurs et pour moi-même. Et donc, j'ai commencé à redémarcher des prospects, en fait, que je connaissais déjà comme ça, mais il s'était jamais rien passé pendant des années. Et puis, quand c'est sa boîte, on a besoin de manger et on a besoin surtout de pouvoir prouver qu'on est capable de faire quelque chose. Et donc, les choses ont redémarré naturellement. Mais je suis revenu dans l'étape zéro, comme quand on lance une boîte ou qu'on redémarre dans une boîte. On doit se refaire connaître, on doit faire parler de son produit, de qu'est-ce qu'on a comme valeur ajoutée, parce que c'est bien de se connaître, mais si on n'a pas de valeur ajoutée, on est le même que le gars d'avant, donc ça n'a pas forcément de pertinence. Et donc j'ai commencé à expliquer les points forts et mes USP que j'avais en créant ma boîte et les valeurs que j'avais. Donc ça, c'était vraiment mes réflexions.
Et donc de là, je suis reparti sur 3 ans. La boîte faisait 50 000 euros de chiffre d'affaires annuel. Et puis je l'ai revendue, elle faisait 1,6 million annuel. Donc j'étais quand même assez content. Mais dans un chiffre d'affaires, ça veut rien dire à mes yeux. Ce qui compte, c'est la marge. Ouais. Donc on peut faire des milliards de chiffre d'affaires et être en perte. Donc, et c'est pas ça, c'est ça qui nourrit ou qui nourrit pas. Et donc voilà, à un moment, j'ai resaturé parce que j'avais une association. On était 5, 4 Français et moi. Et à un moment, voilà, j'ai eu un petit peu ma dose de devoir être la locomotive du projet. Et en tout cas, pour la Belgique, pour la France, ils se géraient eux-mêmes. Mais le deal n'était pas forcément celui-là. Mais l'expérience était dingue. Et on s'entend toujours bien avec mes anciens associés aujourd'hui. On continue. Et j'ai même récupéré un bout d'activité de ça, mais dans tout à fait autre chose que le leasing encore à l'heure actuelle. Et donc, ça, c'est un parcours qui est super intéressant. Il faut être bien épaulé. Eux m'ont appris des bons réflexes dans le lancement de cette boîte-là, qui fait qu'aujourd'hui, dans ma reconversion professionnelle, j'ai des bons réflexes, mais j'ai aussi des bons réflexes de mes expériences précédentes, c'est-à-dire le commerce. Je veux dire, en étant passé par Xerox et Econocom, on apprend inévitablement. Et je veux dire, avec les méthodes ou par le fait de louper des deals. Donc, quoi qu'il arrive, c'est une leçon. Et sans tout ce bagage-là, je ne serais pas forcément à ce même niveau aujourd'hui dans ma passion et dans la photo vidéo. Alors, quand j'entends ce que tu dis, est-ce que, parce que là, on va un petit peu s'adresser à nos auditeurs employés, est-ce que pour toi, quand on sort des études, c'est indispensable, ou tu conseillerais, on va dire, une première expérience en tant qu'employé avant de se lancer à son propre compte? Alors, je pense qu'il y a plein de réponses à cette question, dans le sens que j'en connais qui se sont lancés comme indépendants directs et ça a marché. J'en connais qui sont lancés comme indépendants, ils sont vautrés. Et puis, j'en connais qui ont été employés, qui sont passés indépendants, comme moi, ça leur a réussi. Et d'autres qui ont fait ce même move et ça a raté. Et donc, c'est une question d'énergie et de personne, je pense. Je pense qu'un parcours employé, de voir comment fonctionne une boîte, qu'on le voit à travers un stage, mais un stage d'1 mois, j'y crois pas. Je veux dire, un stage plus long terme, donc comme un contrat d'apprentissage ou ce genre de choses, permet de se rendre vraiment compte de ce qu'est une boîte et de se lancer en tant qu'indépendant, parce que tout le monde voit les paillettes et voit quand les gens réussissent, qu'il a une chouette bagnole et qu'il a du chouette matos, etc. Il ne voit pas toutes les heures de sueur qu'il y a derrière, il ne voit pas toutes les nuits à regarder son plafond dans le noir en se disant « Merde, comment je vais me payer ce mois-ci ? Merde, comment je vais payer ce fournisseur-là ? Parce que je n'ai pas encore reçu le paiement de mon client. Même mon fournisseur me tape dessus pour que je le paye, ce qui est tout à fait légitime. » Et donc, toutes ces équations-là, personne ne les voit et c'est jamais écrit nulle part. C'est une foutue réalité. Et ça, je pense qu'il faut être dans une boîte, que ce soit en statut d'employé ou de freelance ou autre, pour le vivre et comprendre ça, être aux côtés des boss. Ça, c'est important, je trouve. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi, je te rejoins complètement. Et du coup, moi, la question que je me pose justement quand je t'entends, c'est quoi pour toi les grandes différences entre justement être employé et être à son propre compte, avec ce qu'il y a de positif et de moins positif? Tu as déjà mentionné 2-3 choses là il y a quelques minutes. Il y a plein de choses. Je pense que c'est une question de tempérament. Moi, je pense que je suis fait pour gérer ma boutique. Ce qui est confortable dans le fait d'être employé, c'est que le salaire va tomber quoi qu'il arrive. Pour autant qu'on fait sa part du contrat, évidemment, parce que ça tombe pas en se les roulant. Si on se les roule, à un moment, il y a un C4 qui débarque ou en tout cas un gros squash de cocotier. Ce qui est important aussi, parce que ça permet d'avoir les garde-fous et ce genre de choses. En tant qu'indépendant, il faut cette gestion de vision de longueur et d'être pérenne dans le temps, parce que faire des deals une fois, tout le monde sait le faire. Faire des deals plusieurs fois, c'est un autre job. Les avantages d'être employé, je trouve qu'il y a une structure, on ne doit pas réfléchir à du back-office, on ne doit pas réfléchir à j'ai oublié ce matos-là, ou j'ai pas pensé à ce truc-là, ou il me manque ça. On peut un peu se reposer sur la structure qui est mise en place, qu'elle soit dans une PME ou dans une très grande boîte. Et dans le côté employé indépendant, moi par exemple, je suis seul dans ma boîte, je travaille avec plein d'autres freelance, mais si j'ai oublié quelque chose, il n'y a que moi qui vais pouvoir le corriger ou appeler un service pour me rendre ce service qui va me coûter de l'argent. Et donc, tout coûte toujours de l'argent au final, et donc c'est la marge qui est plus ou moins impactée dans un deal. L'avantage de l'indépendant, on fait un peu ce qu'on veut quand on veut, ça paraît un slogan, oui, mais avec beaucoup de réserve, dans le sens que on n'a que 2 bras. On n'a que 8 heures dans une journée, 10 ou 12 heures. Alors les gens qui disent « moi je travaille 12 heures tous les jours », je les invite à le faire pendant 6 mois et puis on en rediscute dans 6 mois. Parce que il y en a beaucoup qui parlent de cette liberté que le statut d'indépendant peut te donner. Est-ce que tu es d'accord de dire qu'il y a plus de liberté, ou est-ce que ça s'accompagne quand même avec des contraintes que souvent en tant qu'employé on peut sous-estimer, quoi? C'est tout à fait ça. Donc clairement, oui, on a un sentiment de liberté qui est chouette,
Moi, j'en ai besoin, ça me fait du bien. Ça me permet d'être très flexible avec mes clients. Et si j'ai une petite idée de me dire, bah, je peux la faire, c'est OK, je ne suis pas contraint à toute cette structure-là qui va me dire go, no go, etc. Les comités de go, no go que j'ai connus précédemment, qui me foutaient des boutons Mhm. pas toujours, parce que des fois, ça m'a sauvé les fesses. Mais des fois, j'avais envie de les boxer en disant, mais regardez, on peut le faire comme ça, comme ça, comme ça, et puis d'y aller. Ce que je peux faire aujourd'hui, l'autre contrainte, c'est que des fois, on peut être un peu esclave ou prisonnier de ce go, on y va. Et le client va foncer parce qu'il se dit, c'est génial, j'ai jamais pu avoir ça. Il y a toujours ce revers, enfin, pas le revers de médaille, mais il faut jamais oublier tout ce que ça implique. Au sens très très large du terme, et des fois juste aller faire une petite course pour aller juste chercher un petit matos, c'est 2 heures qu'on a perdu dans sa journée, et en 2 heures on peut faire d'autres choses, et que dans le statut d'employé, il y a peut-être quelqu'un pendant ces 2 heures qui fait ce petit morceau, qui paraît anodin, mais quand on doit le faire en plus de sa journée, ben, ça devient une grosse journée. Et si on a ça tous les jours, il faut faire gaffe, il faut, comme on dit toujours, ménager sa monture, et si on fait des semaines de foot 12 heures par jour pendant des semaines, ben à un moment, on risque de péter en l'air. Et si on pète en l'air, le client n'est plus satisfait. La conséquence, ben, il ne rappelle peut-être plus. Et donc, au final, on s'est tiré une balle dans le pied tout seul, quoi. Exact. Et c'est à ça qu'il faut faire attention. Et du coup, quand je t'entends, bah, moi, je voudrais comprendre, au final, est-ce que tu travailles plus ou moins que quand tu étais employé? Alors, je travaille plus que quand j'étais employé. Celui qui dit qu'il bosse moins, j'en ai pas encore croisé. Et pourtant, j'ai un paquet d'indépendants autour de moi. Je travaille plus. Par contre, je travaille avec beaucoup plus de passion, beaucoup plus d'amusement. Je suis pas quelqu'un qui est fait pour... moi, Henry Ford, je l'aurais jamais supporté. Mettre une roue avant gauche tous les jours de 8 à 17, j'aurais pété un plomb à 8h05, je pense. Et donc, dans ma journée. Et donc, moi, j'ai besoin de cette diversité, de cette richesse. Ce qui m'a éclaté dans le monde du leasing, par exemple, que j'ai fait pendant 9 ans, au final, c'était pas de faire le leasing parce que j'avais assez vite compris comment ça fonctionnait. La technique, c'est toujours la même. Ce qui m'a éclaté, c'était de rencontrer mes clients, les métiers de mes clients et de découvrir ça tous les jours. Et c'est ce que je fais tous les jours en photo et en vidéo. C'est ce qui m'amuse, c'est ce qui m'éclate et c'est ce qui me nourrit. Et donc, moi, quand un bout, j'ai besoin de ça. Peut-être qu'un autre n'en a pas besoin et ça va l'oppresser. Et donc, mais en ayant ça, ben oui, on bosse plus. Enfin, en tout cas, de mon expérience. Ok, alors maintenant on va s'attaquer vraiment à la partie de ta passion, la photographie, puisque voilà, ta reconversion entre guillemets, elle s'est passée en 2 étapes. D'abord le saut employé indépendant, et puis ensuite vraiment vivre de ta passion. Ah bah, alors tout d'abord, j'ai envie de dire, pourquoi la photographie quoi? Enfin, est-ce que c'est vraiment un truc voilà, qui te suit depuis tout petit? Est-ce que c'est quelque chose qui est tombé d'un coup? C'est quoi l'histoire de cette passion? Alors, j'ai reçu un appareil photo à mes 10 ans et Ah, voilà. qui était tout simple, tout bête. C'était encore avec les films. Il n'y avait pas de zoom, il y avait que dalle. Donc moi, au début, quand j'ai reçu, j'ai un peu pesté en disant merde, je pourrais pas faire ça, ça, ça. Et parce que j'avais déjà essayé le boîtier de mon père, et qui lui est un réflexe de l'époque avec tous les zooms, etc. Et puis il m'a dit, mais c'est toi le zoom, déplace-toi, essaye. Et puis j'ai essayé, et puis j'ai fait les photos. Alors la première, je sais même pas où elles sont, mais elles doivent être bien bien foirées. Et puis au fil du temps, en fait, ça m'a toujours amusé de chercher un petit peu, de me poser. Et ça a été pour moi une forme de pause dans mes journées, parce que je sais pas vraiment tenir en place. Et j'ai toujours un peu la jambe qui bouge, et la photo m'amenait ça. De devoir me poser pour réfléchir à telle prise de vue. Et ça m'a toujours amusé. Puis au fil de l'eau, je veux dire, j'ai pris de plus en plus de temps et de plaisir à le faire. Puis j'ai eu l'occasion d'acheter un boîtier pro il y a quelques années à une amie photographe. Et puis là, je me suis encore plus amusé. Et puis j'ai voyagé. Et puis en voyageant, toujours les photos. Et puis ça a commencé à augmenter comme ça jusqu'à la rencontre des deux photographes qui m'ont mis sur une voie qui m'amuse aujourd'hui et qui m'éclate, qui m'ont amené à la vidéo encore plus. Et donc aujourd'hui, bah oui, c'est quelque chose qui a été nourri depuis quand même fort longtemps pour ma part, quoi. Mais à la base, c'était vraiment juste un hobby, passion, et pas du tout. Enfin, il y a 3 ans, j'aurais jamais pensé en faire mon métier, quoi. Oui, là ça fait combien de temps? Et donc j'ai commencé juste 6 mois avant le Covid. Ah, voilà. Super période. Donc fin 2019 quoi. Ouais, Ok, donc exactement. là on a presque 3 ans. Ouais. D'accord, alors du coup, quels ont été un petit peu les embûches, les obstacles que tu as rencontrés au début pour commencer à vivre de ta passion? Alors clairement, bon, on va pas se mentir, le Covid, hein, ça a bien bien foutu les boules à ce moment-là. Effectivement. Parce que je me lance, puis 6 mois après, pouf, arrêté. Et donc à ce moment-là, ben, j'avais plus de trésor, j'ai commencé un peu à paniquer. Une deuxième fois, vu que c'était un deuxième lancement de boîte. Et donc à un moment, j'ai commencé à sortir gratos dans la rue avec mon boîtier en me disant je vais faire des trucs. On m'avait parlé d'un gars qui faisait ici au Parc de la Volu des dessins, enfin des mandalas en copeaux de bois pendant le Covid où personne sortait de chez lui. Puis j'étais faire des photos de lui. Puis j'ai commencé à faire une vidéo sur lui, etc. Et puis de là, pouf, des contacts ont commencé. Et ça a recommencé avec aussi un ami
et collègue aussi qui fait des sites e-commerce. On a commencé à faire des photos pour ces sites e-commerce et des vidéos de teasing. Et donc, de là, les choses ont commencé à refonctionner, à redémarrer sur un autre axe, là où je faisais des photos plus de concerts et de petits événements avant, où tout ça était à l'arrêt. Et puis, de fil en aiguille, on est repassé sur de la capsule vidéo, sur des lives aussi beaucoup. Et on est notamment arrivé avec d'autres collègues chez des clients complètement délirants et impensables, notamment Deloitte, Veolia, Nestlé, Gentis, tout simplement. Et encore d'autres où ça a commencé à se mettre. Et c'est des choses que je n'aurais pas pensé faire, même au début où je me suis lancé dans la photo vidéo, quoi. Et donc, il faut pouvoir se réinventer, c'est ce qui a été fait avec ces embûches-là, quoi. Oui, et alors quand je t'entends, voilà, des lives, des vidéos, des sites e-commerce, de la photo, est-ce que pour toi, la diversification a vraiment été une clé de ton succès? Ou alors est-ce que tu penses que si tu étais resté cantonné à la photo, ça aurait quand même fonctionné, quoi? Je pense que la diversification m'a aidé dans cette période-là, clairement. Et au final, je suis content parce que c'est ce qui m'amuse aussi. Et donc, je suis content d'aller faire de la vidéo, comme content d'aller faire de la photo, et une fois de faire un live, et une fois de faire un teasing. Et donc, c'est ça, moi, qui m'amuse, qui peut mettre la créativité là-dedans. Et pour ma part, en tout cas, un secteur nourrit un autre. Et donc, de fait de faire un teaser, je ferai peut-être une photo d'un autre truc différemment suite à avoir fait ce teaser en me disant mais tiens je pourrais faire ça comme ça, la lumière l'utiliser comme ça et je vais m'amuser comme ça et je sors d'autres photos que j'aurais pas pensé faire au début en fait tout simplement. À ceux qui pensent se reconvertir professionnellement, tu leur donnerais quoi comme conseil? Alors je vais donner un conseil qu'on m'a donné et pour ça je remercie Benjamin parce que c'est lui qui m'a donné ce point-là. Je lui ai posé, je crois, 10 fois la question au premier concert que j'étais faire pour lui, où il m'a demandé, je lui demandais une description, une fiche technique de ce qu'il fallait faire, un briefing clair. Et il m'a répété 10 fois inlassablement. La 10e fois, il se marrait un peu plus. Il m'a dit amuse-toi. Il dit tu peux pas aller là et pas aller là, mais tout le reste tu peux aller, amuse-toi. Et moi je redemandais, je dis ok, mais c'est quoi le brief? Il me disait amuse-toi. Et puis et comme ça 10 fois. Et donc à la fin, je me suis dit bon ben Quentin, tais-toi quoi. T'as reçu le briefing qui est amuse-toi. Donc j'étais m'amuser. Et c'est peut-être pas les meilleures photos, mais c'est des photos qui étaient chouettes et qui étaient parlantes déjà pour une première fois. J'étais moi, je crois, le premier surpris et lui était content. Et donc, de fil en aiguille, après, il m'a montré des pistes d'amélioration, des choses comme ça. Mais il y a quand même eu pas mal de choses. Et donc, ça, je pense qu'il faut s'amuser. Il faut avoir de la passion et il faut quand même pouvoir suivre ses tripes. Faire quelque chose sans ses tripes, ça reste un 9 to 5. C'est pas forcément ce que je conseillerais, quoi. S'il y a des tripes et qu'il y a de l'amusement, le reste va suivre. S'il y a du travail, quoi. Si on travaille 2 heures par jour, ça risque pas forcément de marcher, quoi. Est-ce que justement, tu es d'accord, parce qu'en ce moment, on voit beaucoup de posts LinkedIn à ce sujet. On avait toute une discussion justement hier sur l'équilibre vie professionnelle, vie privée. Est-ce que Ouais. tu es d'accord que quand on vit de sa passion, on n'a pas vraiment l'impression de travailler? Alors oui, il y a des choses évidemment qui sont du travail pur et dur, mais est-ce que quand on vit de sa passion, le travail paraît quand même beaucoup plus gratifiant ou beaucoup plus sympa, agréable, et que du coup cet équilibre est peut-être moins nécessaire puisqu'on se retrouve dans les deux? Mais oui, et je rejoins ce que tu disais hier, justement, sur ce sujet-là, c'est que l'équilibre devient en fait de l'épanouissement. Et je pense que ça, pour moi, c'est la clé. Je veux dire, oui, avoir un équilibre, j'appelle ça une table de mixage ou un équaliseur, c'est pas un curseur qu'on bouge en disant, ah, maintenant je suis plus équilibré. Oui, on va pouvoir l'être, mais je pense que si on est passionné et qu'on s'épanouit, l'équilibre sera naturellement là, on aura une meilleure énergie avec déjà de soi à soi, et puis vis-à-vis de son entourage, qui soit Bien très très sûr. proche, qui soit les clients. Moi, j'ai des retours positifs, je pense, de la plupart de mes clients. Enfin, en tout cas, tout le contact que j'ai, il est basé sur un échange et sur le fait de s'amuser. Et en fait, si je m'amuse, les clients s'amusent avec moi, on s'amuse ensemble et le résultat est chouette, en fait, parce que c'est une équipe. Mais donc, est-ce que tu as Et vraiment donc, l'impression de travailler parfois? oui, parce que des fois, je sens que je suis fatigué. On va pas se Oui, mentir. mais on va dire quand tu es Mais derrière non, quand l'objectif, je suis... est-ce que... Non, non. Et des fois, je passe 1 heure en plus et en fait, je m'en tape. Parce que cette heure en plus, c'est celle qui fait qu'on se marre, ou qu'on a le petit truc en plus, et qu'on a ce petit résultat en plus qu'on n'aurait pas eu si on n'avait pas passé cette heure. Et je me dis pas, je vais passer 1 heure. C'est ça se met, et s'il faut le faire, je le fais parce que c'est chouette et le résultat va être sympa. Et donc, non, je n'ai pas l'impression de travailler dans ce cas-là. Super. Des regrets? Peut-être de ne pas avoir commencé plus tôt, mais en même temps, est-ce que j'aurais Ah, eu toute cette expérience qui m'amène aujourd'hui à être si détendu, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais d'être plus connecté de moi à moi. Je pense que j'ai dû passer par ces années. Le commerce, si j'avais pas eu Xerox et Econocom, j'aurais moins cette dose de commerce qui m'est utile aujourd'hui parce que on peut tous dire on veut vivre de sa passion, il faut rester lucide, il faut savoir se vendre aussi et savoir montrer ce qu'on fait. Et juste dire bonjour, je suis passionné,
ça veut rien dire. C'est juste un écriteau et un slogan. Il faut pouvoir montrer sa passion à travers le travail qu'on fait et qui fait que les clients vont adhérer à ça. Ok. Et alors, moi, j'aurais une dernière question. Du coup, est-ce que y a d'autres passions dans lesquelles tu aimerais ou tu rêverais de te reconvertir, d'autres projets, d'autres choses qui n'ont peut-être rien à voir avec la photo ou alors qui sont proches Des projets, j'en ai... Ouais. Mes sœurs se foutent beaucoup de ma gueule. Elles m'appellent le projet 218 bis. Et donc, parce que voilà, j'en ai qui viennent comme ça et ça m'amuse, le fait de réfléchir à ce genre de choses. Pour l'instant, pas. Je m'éclate vraiment en photo-vidéo et je crois que les projets sont les projets de mes clients qui fait que je pense avoir trouvé avec la photo et la vidéo le fait de renouveler des projets dans ma tête en permanence et qui m'amusent. Mais j'ai par exemple eu l'envie il y a 3 ans, au lieu de faire de la photo et de vidéo, juste un peu avant ça, de lancer un magasin bio. Donc j'avais été contacter Farm, etc. Ouais. J'avais fait des business plans, j'avais été voir mes banquiers, enfin tout, et j'étais prêt à y aller. Et puis au dernier moment, je me suis dit, est-ce que j'ai envie de foutre des patates dans les bacs tous les jours? Non. Et puis, quelques mois après, j'ai rencontré les photographes qui fait que j'ai viré à ce moment-là. Et là, je pensais être bien aligné par rapport à ce que j'aime faire et le fait de renouveler. Mais peut-être que demain, j'aurai un autre projet, qui sait. Voilà. T'as repensé à ce magasin bio ou plus jamais? J'y repensé parce que j'adhère fort à l'idée et parce que je suis convaincu qu'on doit faire quand même gaffe à ce qu'on bouffe et que le premier médicament, c'est ce qu'on ingère et pas ce qu'on va chercher dans un hôpital ou dans une pharmacie. Mais j'y ai déjà pensé. J'avais même fait une formation en permaculture à ce moment-là parce que j'étais vraiment impliqué là-dedans. J'ai 2 agriculteurs dans ma famille qui m'ont toujours amené à ces réflexions. Mais à l'heure actuelle, je n'ouvrirai pas un magasin bio et j'adhère à la cause, mais non, la photo et la vidéo, clairement, quoi. Donc... Eh ben, génial. En tout cas, Quentin, merci pour ce beau moment de partage. Merci aussi de nous partager ta passion, parce que même moi, ça me donne envie de faire de la photo. Donc, c'est génial. Et en tout cas, félicitations. Merci à toi pour ce temps, c'était top. Avec plaisir. Bonne journée à tous. Au revoir. Merci de nous avoir suivis jusqu'à maintenant. Nous espérons que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant, en partageant notre contenu et en nous laissant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Pensez aussi à nous suivre sur nos réseaux sociaux afin de vous tenir au courant des dernières actualités du Mouton à 5 pattes. Merci beaucoup et à bientôt pour un nouvel épisode.